Être un homme, un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 7, les métamorphoses d'Adrien. Adrien se rend compte aujourd'hui que vers l'âge de 8 ans, des signes pouvaient laisser penser qu'il était homosexuel. C'était au Cameroun, son pays d'origine. À l'adolescence, il va dans un internat où il n'y a que des garçons et il tombe amoureux. Adrien prend alors conscience d'une autre dimension de sa sexualité et il se métamorphose. Mais quel est le chemin pour accepter son homosexualité dans un contexte africain et s'épanouir ? Adrien a 36 ans et il se définit comme homosexuel. C'est un homme noir africain, il est grand, mince et svelte, et d'un caractère très doux. Être un homme, Michel-Ange Vinti. C'était peut-être inconscient, parce que c'est maintenant que je me rends compte qu'à 8 ans, il y avait quand même des tendances qui laissaient croire que j'étais homosexuel. Donc depuis 8 ans, j'étais ce garçon qui jouait souvent dans la cour, mais qui se maquillait beaucoup en mettant des ballons sur la poitrine, en mettant du vernis sur les doigts, et de temps en temps qui se faisait rappeler à l'autre par papa ou maman. Mais je le faisais de manière innocente. Et c'était dans l'inconscience totale. Donc, de jouer avec des ballons que je mettais sur ma poitrine, de mettre du rouge à lèvres, de par exemple, attacher la serviette sur mes pectoraux. Et voilà, c'était un exercice inconscient qui laissait peut-être croire que j'étais homosexuel, mais à l'époque, c'était inconscient. Vers l'âge de 14 ans, au moment où je quitte la sphère familiale pour une autre ville, poursuivre mes études, je prends conscience en fait de ma sexualité. Je prends conscience de ma sexualité. Pourquoi ? Parce que j'arrive dans un cercle où il n'y a que des garçons. J'étais dans une chambre, je pense, de 8 ou 13 garçons. Et à partir de ce moment, je découvre le corps des garçons. Et je tombe amoureux, donc je suis attiré par un des garçons, et là je prends conscience en fait de ma sexualité, je prends conscience de la sexualité, donc bref, je prends conscience de l'amour, mais je prends aussi conscience de ma sexualité parce que les codes qui circulaient dans cet espace typiquement masculin renvoyait juste à avoir une copine, une femme, mais pas un garçon. Et donc là, je prends conscience, je me dis, je suis dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'ordinaire. Voilà, je suis attiré par ce garçon que comme on dit souvent chez nous au Cameroun, que je colle tout le temps, donc je suis près de lui tout le temps. Je lui fais des cadeaux, je le défends beaucoup. Je suis avec lui partout. Je provoque des activités en commun avec lui. À partir de ce moment, donc le fait d'être tout le temps avec lui, il y a des échanges, il y a des jeux sexuels qui se font. Il y a des jeux sexuels qui se font entre lui et moi. Mais moi, dans mon imaginaire, je le considérais comme un copain, comme quelqu'un qui pouvait être mon copain. Mais je pense que lui, dans son imaginaire, ce n'était pas le cas. Et donc, c'est quand même une relation qui a perduré parce que, ayant conscience de ce que j'étais, ce que je devenais, j'ai passé des vacances chez lui. Donc, chez eux, je passais des vacances, mais c'était vu comme, ses parents le voyaient juste comme une simple amitié, mais moi, je vivais les feux de l'amour, en fait. Donc, c'était très fort et je trouvais toujours une raison pour dire à ma famille que je ne pouvais pas venir en vacances parce que il y avait des stages à l'école et que je ne pouvais pas venir. Et donc c'était très fort. Je me suis difficilement séparé de ce garçon. Et donc c'est un garçon à qui je dois beaucoup parce que c'est un garçon qui m'a vraiment protégé également. Oui, c'est ça, il ne t'a pas rejeté. Non, il m'a jamais rejeté. Il m'a d'ailleurs accordé l'espace que je sollicitais, mais il m'a jamais rejeté et il n'en a jamais parlé aux gens ouvertement. Donc je me suis senti vraiment protégé et privilégié par ce garçon, ce qui a fait que ça a développé une très longue amitié et jusqu'à présent nous restons amis et nous communiquons beaucoup.
Au fil du temps, je me détache quand même progressivement de lui parce que on est diplômé, moi je reste, bref, je suis major de ma promotion, l'école décide de me recruter, tandis que lui, après ses études, il décide d'aller dans une autre ville étudier. Donc, je vis d'autres expériences là où dans la ville où je reste. Je suis donc confronté à autre chose. Donc, je suis confronté à également un univers, un espace univers très machiste où l'homosexualité n'est pas acceptée. Alors, comment je le découvre? Il faut savoir qu'étant artiste, je travaille dans un atelier où il y a beaucoup de mecs, mais quelques femmes également. Donc, tout au long des travaux, on écoute RFI. Donc RFI, c'est quand même une chaîne qui lance beaucoup de thématiques et de débats très diversifiés, notamment les débats qui portent sur l'homosexualité. Et donc ces débats m'intéressent, ceux qui portent sur l'homosexualité. Alors j'en parle dans mon atelier et là, j'ai des collègues qui ne sont pas pour et qui me disent même que si jamais ils apprenaient que j'étais homosexuel, je ne travaillerais plus. Alors là, ça me fait prendre une autre dimension de la conscience, de l'univers dans lequel je suis, où je suis en train d'évoluer. Mais il faut rappeler que, donc, entre le moment où je me sépare de mon premier amoureux et mon arrivée en Europe, il y a quand même des choses que je qualifierais d'intéressantes qui se sont passées. Parce que bon, j'étais quand même quelqu'un de très avancé dans la pratique de l'art. J'étais très admiré par les jeunes et bref, par les jeunes de ma tranche d'âge. Et à ce moment, ce qui est très curieux et ce qui est rassurant pour moi, c'est qu'il y a quelques jeunes qui m'abordent quand même. Et donc, ils m'abordent, ils viennent chez moi, ils passent du temps avec moi. Certains, ils passent du temps au point où ils veulent dormir. Et parmi ces jeunes, deux m'avouent, m'apprécier, vouloir être avec moi. Et là, je découvre quand même que je ne suis pas seul dans cette situation. Je suis pas seul et qu'il y a des gens qui vivent certainement en cachette et qui sont également homosexuels mais qui n'osent pas l'affirmer. Ça, c'est quelque chose ça, c'est un aspect de mon homosexualité, bref, du contexte qui me rassure. Après, je dois avouer et être sincère et dire que l'acceptation de mon homosexualité dans un contexte africain, je me suis accepté parce que j'étais très pieux à l'époque. Donc, je priais beaucoup. J'étais quelqu'un de très spirituel. Et moi, j'ai toujours dit que c'est mon expérience, c'est que c'est à l'église, dans les prières, que j'ai eu ma liberté sexuelle. Parce que, voilà, des voix m'inspiraient et me disaient que tu es libre et que Dieu ou l'Église n'interdisait jamais être homosexuel et que je devais vivre mon homosexualité comme toutes les autres sexualités. Et donc là est venue ma force, en fait, de vivre mon homosexualité. Alors je me plonge directement, bref, je me lance un peu dans l'avenir et je me dis, en fait, ici, je ne pourrais jamais vivre ma sexualité, avoir un amoureux, évoluer, et je décide donc de chercher de chercher à me protéger, et donc j'entreprends à ce moment de migrer en Europe, et donc je fais une demande de visa étudiant et j'arrive en Europe. Studio Balado, être un homme. À partir du moment où j'arrive en Europe et que je vis cette sexualité, c'est très passionnant parce que j'arrive dans un espace où j'ai plus peur.
J'ai plus peur de violence. J'ai plus peur de ne pas avoir un travail. Je suis très rassuré que malgré le fait que je suis homosexuel, j'aurai un travail. Je n'ai rien à perdre pour ma famille. Je me dis, voilà, même s'ils m'acceptent pas, moi, je suis préservé de tout parce que je suis en Europe, je pourrais avoir un travail. Même si, bref, ils me rejettent, je pourrais survivre et tout. Et je vis, disons, mes 5 premières années ou mes 7 premières années en Europe, je les vis en toute rébellion. Je suis heureux, je fais des rencontres, je vais dans les milieux, je participe aux événements liés à tout ce qui est homosexuel, dont j'ai pas honte, j'ai pas peur du tout. Je m'émancipe et voilà, je fais ma vie. Alors, je pense qu'il y a une période de sagesse qui ressurgit, mais est-ce que je l'appellerais comme période de sagesse? Mais de toute façon, je sens une force d'attraction en fait. Une force d'attraction, un retour à la culture. Donc, je sens que la culture pèse sur moi, mais moralement, parce que personne ne me le dit. Personne ne me dit que ce que tu es en train de faire n'est pas normal. Mais la morale, ça ressurgit, ma morale se réveille. Et ça redevient un peu compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que je me pose des questions, je me demande si je ne suis pas finalement le fils par qui la famille va mourir, parce que je ne ferai pas d'enfant. Voilà, je me pose tout un tas de questions sur ma culture, sur sur ma famille, sur ma sexualité vue de la famille. J'en souffre, mais pas beaucoup, mais j'en souffre beaucoup parce que j'essaie de trouver le juste équilibre pour chercher à satisfaire aussi les parents et l'entourage. J'en souffre, mais par ailleurs, je fais des lectures qui m'apaisent également. Alors, de cette expérience de la culture qui cherche à me rappeler à l'ordre et le fait de chercher à m'épanouir, je trouve un juste milieu en fait. Je trouve un juste milieu dans mes réflexions. J'arrive à me dire que quelque part en fait, il y a une certaine générosité qui doit être faite aussi à la famille. Je me dis aussi, je me positionne un peu du côté de ma famille. Ils vivent certainement des chocs. Ils ne s'attendaient pas à cela. Et à partir de ce moment, je me dis, peut-être c'est aussi difficile pour eux. Donc, je me mets donc dans une perspective de ne pas de ne pas m'affirmer bruyamment, mais de le faire progressivement en tenant aussi compte de leur imaginaire, de ce qu'ils vivent aussi. Et donc, personnellement, moi, j'ai toujours considéré que bousculer les codes familiaux d'une manière brutale, personnellement, pour moi, c'est pas ma démarche. Je me mets plutôt dans une démarche où je prends en compte les émotions de ma famille, je prends en compte les émotions de mes amis, mais je reste aussi moi-même. Voilà, donc je respecte quand même, je ne veux pas choquer, mais je ne veux pas non plus être privé de ce que je dois vivre dans ma sexualité. Et sur la notion de courage, est-ce que tu penses que tu as fait preuve de courage pour t'affirmer en tant qu'homosexuel dans un contexte africain? Je pense que j'ai fait preuve de courage parce que ça n'a pas été évident. Mais je pense que le courage, on peut pas juste le voir. On peut pas juste voir ce courage comme ça, comme un truc qui arrive et je suis courageux, je m'avance. Mais ça dépend de beaucoup de choses. Mon expérience, mon courage, dont déjà il vient du fait que j'ai été pieux et que j'ai reçu quelque part un aval d'un être spirituel qui m'a dit c'est toi, tu mènes ta vie comme tu veux, c'est ta sexualité. Ça c'est le premier courage. Ça fait partie de ta personnalité. Voilà, ça fait partie également de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui bouscule les codes. Pour moi, les codes et les symboles n'ont aucun sens. J'ai toujours considéré que des codes et des symboles
ont été construites par la société et que c'était plus des trucs qui nous faisaient peur et qui nous empêchaient de s'épanouir. Donc mon courage, voilà, le courage vient du fait que après, comme j'ai dit, j'ai pu quand même accéder à l'Europe, j'ai pu faire mes études. Je suis indépendant, je vis chez moi, j'ai un salaire et donc ça renforce ce courage. Mais ce courage, il est renforcé par quand même, je veux dire, une base qui a été forgée dans la spiritualité. Parce que même si je n'arrivais pas à avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, j'étais persuadé que je suis homosexuel et que personne n'avait rien à me dire sur ma sexualité en fait. C'était Être un homme, un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes de la série ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles pendant l'été 2021. La musique originale est signée David Federman. Clément Berman a réalisé le mixage. La production, elle, a été assurée par Julien Barbier. Merci à Jérôme Casanova, Themba Bébé, Céline Mariage et Philippe Moquel pour l'accompagnement éditorial. Un témoignage, un commentaire ou une expérience à partager, écrivez-nous à l'adresse studio@studiobalado.com. Vous pouvez soutenir le développement d'une deuxième saison d'Être un homme via le lien buymeacoffee/être un homme en un mot. Être un homme est une production du Studio Balado, association sans but lucratif, avec le soutien de l'Échefine de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt.